comme dans le fond, il n'y a aucun obstacle au développement des relations stratégiques entre les deux pays, nous venons de le constater, il n'y a non plus aucune raison pour que les deux parties relativement nouvelles, l'administration Biden et le gouvernement Bennett, Lapid, Gantz par ailleurs, en fait retrouvent un langage commun. Michel Gurfinkel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On avait bien besoin de votre éclairage pour mieux comprendre en fait l'importance de la visite que vient de terminer le conseiller à la sécurité nationale américaine, Jake Sullivan, en Israël. Une visite qui a été marquée par des déclarations qu'il faut bien avouer, on semble-t-il rassurer quelque part les autorités israéliennes. Jake Sullivan qui entre autres a parlé de coopération stratégique, de stratégie conjointe et commune entre Israël et les États-Unis. Ça veut dire que, au moins dans les prochaines semaines, les prochains mois, face au défi du nucléaire iranien, les deux pays vont rester ensemble, vont travailler ensemble main dans la main? On est actuellement dans une situation où la coopération stratégique entre les États-Unis et Israël est à son sommet. Elle est à son sommet parce que il y a eu confirmation de tous les accords de coopération qui se sont accumulés maintenant depuis des décennies. Il y a eu confirmation au Congrès du financement de ces accords de coopération. Et quand je dis validation au Congrès, pratiquement à l'unanimité. Si l'on accepte quelques oppositions à l'extrême gauche des démocrates, en gros c'est ça, il n'y a pratiquement pas d'opposition au Congrès. C'est un des points où il y a toujours quelque chose comme une politique bipartisane aux États-Unis, alors que, vous le savez, il y a une polarisation extrêmement forte actuellement dans la politique américaine. Il y a aussi le fait que la relation israélo-américaine s'inscrit, et c'est un changement considérable par rapport au passé, elle s'inscrit maintenant dans un ensemble de coopération multilatérale où sont engagés les États-Unis. Alors, pour mémoire, rappelons qu'il y a eu des manœuvres, pour la première fois, des manœuvres conjointes entre les Américains, des alliés de l'OTAN et des pays de la région, des pays arabes de la région. Il y a eu une coopération, des manœuvres qui ont eu lieu, qui ont été très importantes, qui ont notamment révélé le caractère incontournable de la puissance aérienne israélienne dans la région. Rappelons aussi qu'il y a deux alliances dans lesquels les États-Unis ne sont pas directement, pour l'instant, impliqués, mais le sont certainement indirectement, qui se sont développés. Premièrement, une alliance qu'on pourrait qualifier de méditerranéenne, qui unit Israël, la Grèce, Chypre, la Grèce, l'Italie et même la France pour assurer la sécurité de la région et pour faire face à la déstabilisation qui peut venir notamment de Turquie. Et puis, il y a le resserrement, cette fois-ci vraiment stratégique, des relations entre Israël et un certain nombre de pays arabes. Il y a maintenant, de manière tout à fait ouverte, des relations stratégiques conjointes entre Israël, les pays du Golfe qui sont entrés dans les accords d'Abraham, l'Arabie saoudite, c'est un secret de polichinelle que les Saoudiens eux-mêmes ne cachent plus tellement. Et puis, quand on va un peu plus loin, la coopération stratégique avec l'Égypte ne cesse de se développer. Et il y a une coopération stratégique qui se développe maintenant avec le Maroc. Alors, donc, tout ceci est très important. Alors, est-ce qu'on peut dire que finalement, aujourd'hui, les Américains ont été, on va dire, convaincus, persuadés par l'administration actuelle israélienne, par le gouvernement Bennett, de la nécessité de ne pas
envisager à tout prix l'option diplomatique, mais à un certain moment, une forme de deadline que Sullivan a défini autour de quelques prochaines semaines, hein, c'est ce qu'il a dit ce matin à la radio israélienne. Est-ce que vous pensez que ce sont les Israéliens, Benny Gantz, Naftali Bennett, qui ont réussi à modifier quelque peu l'orientation de l'administration Biden? Il y a toujours un moment de flottement lorsque une équipe politique est remplacée par une autre équipe politique. Il peut y avoir un moment de flottement dans les relations israélo-américaines lorsque l'administration Biden succède à l'administration Trump. Il peut y avoir également un flottement lorsque les Américains qui étaient habitués à Netanyahou font face maintenant à Gantz et à Bennett, ou à Bennett et Gantz, donc, et Lapid, évidemment. Donc, il peut y avoir une période d'ajustement. Mais je crois que, comme dans le fond, il n'y a aucun obstacle au développement des relations stratégiques entre les deux pays, nous venons de le constater, il n'y a non plus aucune raison pour que les deux parties relativement nouvelles, l'administration Biden et le gouvernement Bennett, Lapid, Gantz par ailleurs, en fait retrouvent un langage commun. Alors maintenant, la principale difficulté, d'où vient-elle? Elle vient du fait que l'administration Biden est dans une situation un peu paradoxale sur le plan stratégique. D'une part, elle s'inscrit assez largement dans la continuité de l'administration Trump sur un certain nombre de points. En particulier, elle ne peut pas, elle s'aperçoit bien qu'il y a eu un acquis considérable de Trump au Moyen-Orient à travers les accords d'Abraham, et d'autre part, elle a également accepté le fait que, en définitive, sur la Chine, Trump avait raison de dire qu'il y avait un problème géopolitique fondamental désormais dans les relations entre les États-Unis et la Chine, et je dirais même entre la Chine et l'ensemble de ce qu'on peut appeler le monde libre. Donc, sur ce plan, l'administration actuelle est obligée, et ça lui pose peut-être quelque part un problème psychologique, mais est obligée de poursuivre dans la lancée de Trump, mais d'un autre côté, elle a également des éléments de logiciel qui datent d'une autre époque. En particulier l'idée que la négociation paye plus que la confrontation avec l'Iran, et l'idée que il y a bien les accords d'Abraham, mais que fondamentalement il y a toujours cette idée qu'il faut absolument relancer le processus de paix entre Israël et les Palestiniens, et que ce processus de paix ne peut mener qu'à une solution à deux États. Comment l'administration gère-t-elle ces deux points, ces deux approches qui sont souvent contradictoires? C'est un gros problème. À cela s'ajoute, si vous permettez, Daniel, je voudrais rajouter un dernier point, que sur l'Iran, il y a des experts stratégiques, disons, réalistes, donc pas nécessairement idéologiquement prêts à négocier avec l'Iran parce que c'est gentil et c'est bien de négocier, mais qui prône au contraire une attitude fondée sur le réalisme politique. Mais justement, ils disent, notre confrontation maintenant essentielle, c'est avec la Chine, et nous devons nous poser la question, si nous sommes trop durs face à l'Iran, est-ce que nous ne risquons pas de jeter l'Iran dans les bras de la Chine? Alors, on comprend que c'est vrai qu'au vu au niveau global et international mondial, les États-Unis sont préoccupés par ce qui se passe en Chine,
peut-être même donc plus que ce qui se passe en Iran. Est-ce que vous pensez que les Israéliens, les Américains peuvent dire à un moment aux Israéliens, peut-être pas de manière formelle, mais leur faire passer le message qu'ils sont favorables à une opération militaire, c'est-à-dire qu'Israël ferait le sale boulot des États-Unis d'une certaine manière dans le dossier iranien, et alors que pour l'instant, il faut bien avouer que, par exemple, sur le plan militaire, les Américains refusent de fournir à Israël les avions ravitailleurs qui permettraient une opération qui faciliterait une opération militaire israélienne aérienne en Iran. Est-ce que vous pensez qu'on peut envisager un tel cas de figure ? Il y a eu des bruits, c'est-à-dire des demi-déclarations, des allusions dans la presse bien informée, sur le fait que on travaillait sur des schémas d'opérations conjointes israélo-américaines. Les Israéliens ont expliqué à plusieurs reprises que les interventions militaires qu'ils sont amenés à prendre, par exemple en Syrie, sont toujours faites en informant les Américains, ce qui est une manière de dire qu'on coordonne assez largement l'opération avec les Américains. Est-ce que des scénarios analogues sont envisageables pour l'Iran? Je dirais que fondamentalement, tout dépend actuellement, en fait, de l'Iran. C'est-à-dire que si l'Iran continue à mener une politique extrêmement agressive, non seulement vis-à-vis d'Israël et des intérêts américains, mais aussi vis-à-vis d'un certain nombre de pays de la région, directement ou directement à travers des attaques contre des bateaux, ou bien indirectement à travers les attaques contre les Saoudiens à partir du Yémen, à partir du mouvement Houthi au Yémen. Donc, d'une façon ou d'une autre, si les Iraniens continuent à aller dans le sens des provocations, on arrive au point de non-retour. On arrive au point où les Américains peuvent dire, voilà, il y a trop de lignes rouges qui sont franchies, et à partir de ce moment, tout est possible. Voilà. On a beaucoup parlé des Américains, c'est vrai qu'ils sont dominants, mais je voudrais maintenant parler avec vous de l'Europe, parce que l'Europe fait partie de ces négociations. Est-ce que l'Europe peut être un accélérateur de changement de tendance auprès des États-Unis, c'est-à-dire que l'Europe peut comprendre peut-être plus rapidement la menace du nucléaire iranienne, qu'elle est sérieuse et qu'elle risque de se concrétiser, et pousser les Américains à agir de manière plus musclée, ou alors au contraire, l'Iran, les Européens pourraient faire effet de réducteur de tension, on va dire, dans ce dossier. Ce que nous voyons, c'est que les Européens, c'est-à-dire les différents pays européens en tant que tels, et l'Union européenne en tant que super machin en quelque sorte, les Européens ne semblent pas pour l'instant avoir tout à fait intégré, tout à fait mesuré la plupart des changements stratégiques que nous avons énumérés plus loin. Notamment, il ne semble pas avoir très bien évalué à quel point les accords d'Abraham ne sont pas seulement un acquis pour Israël et les pays de la région, mais aussi un acquis extrêmement important pour eux, notamment dans la lutte contre l'islam radical. Donc, de ce point de vue-là, il y a un problème européen. Mais ce que nous avons vu au cours des dernières années, c'est un changement très important. Les Européens ont commencé à mesurer certaines menaces directes. Par exemple, ils ont compris qu'il y avait un problème avec la Turquie, que la Turquie maintenant menaçait directement un certain nombre de pays de l'Union européenne. Elle menaçait directement tout le flanc sud de l'Union européenne. Et nous voyons un pays comme la France, qui est quand même une très grande puissance militaire, c'est en fait aujourd'hui la plus grande puissance militaire au sein de l'Union européenne depuis le retrait de la Grande-Bretagne. Nous voyons donc que la France est très présente
dans la région. Et étant présente dans la région, elle est fatalement, désormais, très proche d'Israël en raison de l'alliance méditerranéenne dont je parlais tout à l'heure. Mmh. Jusqu'à présent, sur l'Iran, les Français continuent à penser que la négociation est toujours préférable à la confrontation. C'est toujours cette ligne politique, c'est la ligne préférée et du département d'État et du Quai d'Orsay. Il n'y a pas de doute à ce sujet. En y insérant le dossier des missiles balistiques, par exemple, hein, c'est-à-dire sur la voie d'un accord. Dans les milieux stratégiques, il y a une discussion extrêmement pointue là-dessus. Énormément d'experts considèrent que la menace iranienne est très sérieuse, mais d'un autre côté, il peut y avoir toutes sortes de raisonnements qui s'opposeraient à une action directe, notamment l'idée que la défense européenne, pour l'instant autonome, la défense autonome européenne est quasi inexistante et qu'il serait très important de mettre en place au moins un début de puissance militaire européenne suffisamment opérationnelle. Alors, je voudrais vous poser une dernière question. Je vais peut-être vous prendre un peu au dépourvu parce que c'est une information qui est récente. Blinken était la semaine dernière à Jakarta, en Indonésie, et selon la presse israélienne, eh bien, l'un des sujets qui aurait été abordé, ça aurait été la normalisation, une normalisation entre Israël et l'Indonésie, qui est le plus grand pays musulman au monde. Qu'est-ce que vous pensez de ce cas de figure ? Vous pensez que c'est réaliste, une telle normalisation dans le cadre justement des accords d'Abraham ? C'est tout à fait réaliste parce que l'Indonésie est le plus grand pays musulman du monde, mais c'est aussi le pays où la plupart des musulmans adhèrent à un islam extrêmement ouvert. Il y a des exceptions. Il y a 3 ou 4 foyers d'intégrisme en Indonésie, mais pour l'ensemble, la plupart des musulmans indonésiens adhèrent à un islam très ouvert. Et en fait, il y a eu beaucoup de dirigeants indonésiens, y compris un président de l'Indonésie, et le fait mérite d'être souligné, un président non seulement musulman par sa religion, mais musulman par son engagement politique, qui était sur le point de normaliser complètement, d'établir des relations diplomatiques avec Israël. Donc, je pense que tôt ou tard, l'Indonésie va rejoindre en somme la dynamique des accords d'Abraham. C'est un des pays musulmans pour lequel le basculement serait en définitive le plus facile. Eh bien, Michel Gurfinkel, merci beaucoup pour ce survol intéressant, passionnant de la réalité géopolitique de notre région aujourd'hui, face en particulier au défi du nucléaire iranien. Merci d'avoir été avec nous. Shabbat Shalom et à bientôt. Shabbat Shalom et à bientôt.